Il y a 2 ans jour pour jour, la guerre a éclaté à Gaza. Depuis, c'est à un génocide que les Gazaouis font face. Plus de 100 000 tonnes de bombes ont été jetées sur la bande et au moins 200 000 hommes, femmes et enfants ont déjà été tués par l'armée israélienne. Mais rien n'a commencé le 7 octobre. Aujourd'hui, à cette triste date anniversaire, on vous propose de revenir sur un entretien avec Laurent de Wangen, un activiste qui milite pour les droits du peuple palestinien depuis des décennies. Son livre, La question palestinienne en 100 dates, retrace l'histoire de la colonisation de la Palestine de 1917 à 2025. Avec beaucoup de justesse, cet ouvrage fortement documenté nous fait un commentaire historique, politique, mais avant tout humain. Il explique surtout que cette oppression prend ses racines bien plus loin que certains ne veulent creuser. On vous propose aujourd'hui de la redécouvrir avec nous. Bonsoir à tous plutôt. Merci d'être venus et merci d'être présents au premier événement Factu. Pour me présenter, je m'appelle Rama Afini, je suis coprésidente et cofondatrice du média indépendant Factu, cofondatrice juste en face. On a créé cette association, donc c'est une association journalistique qui a pour but de promouvoir la créativité et la transparence dans une démarche qui vise à apporter une nouvelle vision du journalisme. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Laurent de Wangen qui vient de sortir le livre La question palestinienne en 100 dates. Dont on aura l'occasion de discuter à travers la soirée. Donc ça va prendre la forme d'un dialogue, d'une discussion, donc question-réponse entre moi et Laurent, et évidemment il y aura une partie à la fin de la soirée dédiée aux questions. N'hésitez pas à les noter. Merci à tous d'être présents et merci d'être là pour le premier événement officiel de Factu avec Maktab Et Walfin qui a gentiment accepté de nous héberger. Laurent, vous êtes avec nous ce soir, vous êtes militant, vous êtes professeur de mathématiques avant tout, vous êtes militant pour les droits du peuple palestinien depuis plus de 30 ans déjà, depuis la fin des années 80. Vous avez milité auprès de plusieurs associations, de diverses associations, pour pas toutes les citer, France-Palestine, Justice et Paix en Palestine. Vous avez notamment été président de l'association France-Palestine Solidarité pendant plus de 6 ans. Et vous avez, il y a quelques mois, publié le livre La question palestinienne en 100 dates chez Kara Édition. Donc c'est une maison d'édition tunisienne. Après plusieurs refus, d'après ce que j'ai compris. Donc je vous laisse présenter votre livre par vous-même. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toi, donc à Rama, à Latifa, à Katerina. Et merci beaucoup à tous d'être là. Concernant le livre, moi je ne suis pas du tout un écrivain. En effet, comme l'a dit Rama, je suis professeur de mathématiques. Je dirais d'abord, je mettrais d'abord le militant de la cause palestinienne avant le professeur de mathématiques. Je gagne de l'argent en étant professeur de mathématiques. On va discuter, on aura l'occasion de discuter sur le livre, que moi d'ailleurs personnellement j'ai trouvé très complet. Et la question palestinienne en 100 dates, c'est son 100 dates principales qui retrace l'histoire de la Palestine à compter de 1917, à la naissance même du sionisme et de l'avènement de la tragédie palestinienne. Donc moi, la première question qui me vient naturellement, que j'aimerais vous poser, avant même de parler de votre livre, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à mener cette lutte pour les droits des Palestiniens. Vous dites les Palestiniens, grâce à leur lutte, leur résistance et leur résilience, ont donné et continuent à donner une leçon au monde entier. Qu'est-ce qui vous a mené à ce combat acharné pour le droit des Palestiniens à travers les associations, à travers votre livre ? J'étais un peu dans des associations quand j'étais plus jeune, dans les années 80, autour de 20 ans, dans des associations antiracistes, et je me suis intéressé un peu en ayant des amis d'origine maghrébine au monde arabe. Et en m'intéressant au monde arabe, j'ai découvert la cause palestinienne, qui est quand même la cause emblématique du monde arabe, même si elle est instrumentalisée par les États arabes. Dans le cœur de beaucoup d'Arabes, c'est quand même un conflit fondamental. Et donc, en commençant à connaître et à m'intéresser, j'ai milité un peu. Puis il y a beaucoup de conflits dans le monde, mais la question palestinienne, quand on est en Occident, il faut voir que pour moi, il y a eu une forme de transfert de culpabilité. C'est-à-dire que
les Européens, les Occidentaux ont eu avec les Juifs une histoire pour le moins assez dramatique. Il y a eu énormément d'antisémitisme qui a culminé, on le sait, avec la Shoah, et il y a eu une forte avec la création d'Israël, il y a eu une forme de transfert de culpabilité où artificiellement on a créé en plein cœur du monde arabe l'État d'Israël et pour se déculpabiliser. Et c'est une histoire dramatique, c'est-à-dire que ça ne règle pas du tout la question de l'antisémitisme. Au contraire, Israël a toujours joué là-dessus, n'a jamais combattu l'antisémitisme, contrairement à ce qui est dit. Et en plus, ça a créé cette injustice terrible, dont là on voit avec le génocide. On est très loin d'avoir fini ce conflit, c'est très très loin d'être fini. Puis je pense que pour les jeunes générations, là, je vois qu'il y a pas mal de jeunes. Le monde qu'on vous laisse là, et les problèmes, le comportement de l'Occident depuis le début du génocide là est vraiment dramatique. Et c'est très important d'en prendre conscience parce que c'est dramatique sur le plan humain, mais même pour stratégiquement, enfin à tout point de vue. Je trouve ça assez intéressant que vous parliez du rôle de la France. Moi, j'avais une question sur la France, justement. Vous développez longuement dans votre livre sur le rôle et sur la complicité de la France dans ce qui se passe en Palestine. Donc, dans son rôle, vous citez notamment l'affaire de l'élaboration du plan nucléaire israélien. Donc, la France a aidé Israël sur ce plan-là. Le rôle de la presse française, le rôle des intellectuels français, mais plus précisément et surtout, le rôle de l'État français, donc dans son soutien inconditionnel à Israël. Si à une époque la France avait des positions plutôt réticentes face à la montée du sionisme, vous citez notamment l'époque de Gaulle, quel rôle aujourd'hui, quelles sanctions ou quelle responsabilité est-ce qu'on pourrait compter pour la France, pour une France alliée du sionisme et dont l'impérialisme est mis au service du génocide aujourd'hui en 2025 à Gaza? Alors en effet, la responsabilité de la France est énorme, même un peu avant, alors je ne rentre pas tellement dans le livre, mais un peu avant la déclaration Balfour, il y avait une déclaration Cambron française qui aussi était un soutien au sionisme. Il y a eu, parce que je dis 1917-1924, mais en fait le livre commence un peu avant avec le début du mouvement sionisme, l'État juif qui a été écrit par Herzl. Et ça, c'est 1896. Et donc, vous savez, il y a eu la déclaration, là, il y a eu l'affaire Dreyfus, qui a été terrible, qui a divisé la France. Et ensuite, la France a toujours... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, moi, je suis un militant anticolonialiste. Je viens de là, etc. Et le colonialisme, pour moi, est à combattre sans discussion. C'est vraiment, que ce soit pour apporter des lumières, c'est une volonté de piller les ressources de pays par la force. Et là, ce colonialisme est tout à fait particulier. C'est-à-dire que, par exemple, on prend la guerre d'Algérie, qui a été une histoire très dure, où la France a une responsabilité énorme dans ce qui s'est passé. L'Algérie a eu son indépendance, mais c'est un colonialisme entre la France et l'Algérie. Et à la limite, la grande puissance aussi impérialiste qui est les États-Unis n'a pas eu un rôle forcément de soutien à la France, au contraire même. Tandis que dans l'histoire de l'implantation de l'État d'Israël au cœur du monde arabe, c'est une coalition d'impérialisme. La France, l'Angleterre ont été aux avant-gardes. Les États-Unis, ça on le voit, on le sait depuis pas mal de temps, mais là c'est quasiment une question intérieure de la politique américaine, Israël. Et donc, ça fait très longtemps que la France a une politique à défendre Israël. Ensuite, avec l'horreur de la Shoah, quand je parle du transfert de culpabilité, il y a eu une manipulation où on disait c'était terrible ce qu'on a fait des Juifs, donc vraiment l'État juif c'est la moindre des choses et mal, personne n'en veut. Et là, ensuite, il y a eu la 4e République qui a été excessivement pro-israélienne. Comme tu le disais, on croit souvent que c'est les États-Unis qui ont donné la bombe atomique à Israël, pas du tout, c'est la France en fait, qui a beaucoup aidé à la recherche. Guy Mollet disait je leur dois la bombe dans les années 50. C'était vraiment un projet qui s'est concrétisé après la guerre de Suez en 56. Et en effet, alors
je ne sais pas les opinions politiques de chacun ici. Moi, je viens de la gauche et je pense que très souvent, les militants de la cause palestinienne sont plutôt de gauche ou d'extrême gauche, en tout cas en France. C'est vrai qu'il y a ce paradoxe que parmi les présidents qu'on a eus, en tout cas depuis la Ve République, celui qui était le plus clair, c'est De Gaulle, avec tous les défauts. Moi, je ne suis pas un fan de Gaulle, hein. Je sais qu'il a beaucoup la cote actuellement. Bon, il faut dire qu'avec les 3 rigolos qu'on a eu depuis, les 3 derniers rigolos, c'est pas difficile. Mais De Gaulle, au nom d'une forme d'ailleurs nationalisme, d'indépendance, aussi pour dire la France est une puissance et on ne doit pas être complètement lié aux États-Unis, a reconnu après 67, donc la guerre dite des 6 jours, vous savez, a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant, a eu des paroles fortes où il a critiqué Israël pour avoir déclenché la guerre, très fermement. Il a même été accusé d'antisémitisme, déjà à cette époque, De Gaulle, quand même, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu une petite période avec De Gaulle. En plus, il y a eu les indépendances des États africains, et donc il fallait des relations quand même pas trop. Donc il y a eu un discours un peu mieux, mais ça ne veut pas dire, il était quand même pour moi pro-israélien. Il n'y a pas de dirigeant vraiment occidental qui a dit complètement la réalité sur l'injustice qu'ont subi les Palestiniens. Ça, faut pas. Enfin, moi, j'en vois pas tellement. Mais c'est vrai que la période depuis, ça s'est beaucoup détérioré. Alors la catastrophe, c'est depuis Sarkozy. Sarkozy, Hollande et Macron, c'est une catastrophe. Alors pour beaucoup de raisons, il faudrait expliquer ça. Faut savoir qu'Hollande, qui justement, quand je parlais des problèmes un peu gauche-droite, qui est classé plutôt à gauche, est pro-israélien, mais à outrance. En 2013, alors qu'il était président, il recevait Netanyahou, à moins que ce soit en Israël, je ne sais plus, mais il se voyait dans une réunion diplomatique, dans une rencontre, et il avait dit « Je veux faire un chant d'amour pour Israël et ses dirigeants ». Donc même déjà, Netanyahou, il parlait des dirigeants. Et en effet, là, la situation dans notre pays est très inquiétante. Il est clair, on le voit, le chantage à l'antisémitisme est strictement... dépasse toutes les limites. Quelqu'un qui va dire qu'il est... là, par exemple, il y a eu quand même un cessez-le-feu qui va se détériorer, il ne faut pas croire, avec Israël, il y aura, à mon avis, plus de paix possible, dans le sens... sans qu'il y ait une pression grâce à BDS, que l'ONU intervienne. Mais là, on est dans une période un peu de cessez-le-feu, mais avant, rien que dire qu'on voulait le cessez-le-feu, on était considéré comme limite soutien du terrorisme. Oui. C'est quand même, dans les médias, c'est absolument hallucinant. Il faut savoir que LFI est énormément attaqué, à 80% pour sa position sur la Palestine. C'est peut-être le parti le plus en pointe. Et la situation est vraiment inquiétante. Même un parti comme les communistes, vous savez, Roussel, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez suivi ce qui s'est passé, c'était où, à Amsterdam ou à La Haye, quand il y a eu un match de foot. Et l'équipe de foot de Jérusalem, le Maccabi, je ne sais pas si vous connaissez. Maccabi Tel Aviv, ouais. Voilà, Maccabi Tel Aviv, qui est une équipe presque ouvertement fasciste. Ils disaient, ils ont été là-bas, assister au match. Alors, il y avait énormément de supporters. Ils chantaient dans les rues. Il n'y a plus d'école. Il n'y a plus d'école à Gaza, parce qu'il n'y a plus d'enfants. Oui. Pendant le match de foot, ils ont hué. Alors qu'il y a eu, vous savez, il y a eu... victimes des inondations en Espagne. Voilà, les inondations en Espagne. Donc il y a eu une minute de silence. Et ils ont hué la minute de silence parce que l'Espagne avait reconnu l'État palestinien. Simplement. Ils ont été dans les rues, ils ont molesté, ils ont arraché des drapeaux palestiniens, etc. Et après, le lendemain, il y a eu des bagarres. Et beaucoup de gens... ont attaqué les supporters le dimanche, etc. Et donc, je reviens à Roussel. Roussel disait qu'il y a eu un pogrom. Un pogrom antisémite, ouais. C'est la rhétorique qui Roussel a dit ça. Je
sais pas si... C'est pour vous dire qu'il y a actuellement une pression, les politiques qui s'expriment clairement, il n'y en a pas beaucoup, il y a une pression terrible. Et voilà, c'est pour ça que c'est très important que la société agisse. Le BDS est un moyen, vous savez, BDS, boycott des investissements, sanctions, donc est un moyen important. Et il est très important que les choses changent parce que là, c'est assez terrible. Ouais, c'est chaud. Vous dites dans votre livre justement sur cette question-là du soutien au sionisme, si on remonte, vous remontez très très loin dans l'avènement du sionisme, vous avez parlé du premier livre, donc il y a 2 siècles de cela, vous vous appliquez vraiment à séparer et à distinguer le sionisme de l'antisémitisme, de l'antisionisme et du judaïsme, en parlant justement, vous dites, vous vous exprimez sur le fait que le sionisme, il s'est servi de l'antisémitisme en Europe, européen, comme d'un tremplin pour son propre développement, et que donc forcément l'un s'opposait à l'autre. Comment est-ce que le sionisme, comment est-ce qu'il a pu se vendre comme garant de l'intérêt des juifs persécutés quand on sait que, vous citez par exemple les mouvements bundistes et les juifs antisionistes qui qualifient justement ce sionisme d'un allié de l'antisémitisme, qui est l'ennemi numéro 1 des juifs? Alors oui, tout à fait. Alors, en fait, le mouvement sioniste veut séparer les juifs des goïs. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que le fait que les juifs vivent tranquillement avec les non-juifs, avec des mariages mixtes, etc., est décrié. Donc, il a eu... Alors d'abord, vous savez, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des courants sionistes très forts parmi les juifs. Le sionisme était minoritaire parmi les juifs. C'est vrai qu'avec la Shoah, l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, ensuite, on peut dire qu'il y a eu... ça a changé, et donc ce discours de dire, voilà, les non-juifs ne veulent pas de nous, on est toujours, dès qu'il y a une crise, on en prend plein la tête, c'est nous les victimes, et donc il faut qu'on fasse un État, qu'on ait un havre, et qu'on ait une armée puissante, et qu'on soit plus du tout dominé, a eu un écho parmi beaucoup de juifs. C'est comme ça que ça a pu entre guillemets fonctionner, et que le sionisme a pu avoir de l'écho parmi les juifs. Maintenant, en voulant à tout prix cette séparation, il est clair que la lutte contre l'antisémitisme n'est pas du tout un objectif du sionisme. Au contraire, ils ont besoin qu'il y ait de l'antisémitisme pour dire, vous voyez, on ne peut pas être avec eux, on doit avoir un État et être très fort. Ça, c'est très important de le comprendre. D'ailleurs, en même temps que le mouvement, l'essor du mouvement sioniste juif, parce qu'il y a aussi un sionisme chrétien, et ça on va mettre de côté, mais en même temps que le mouvement sioniste, il y a eu, comme tu l'as dit, le mouvement Bund, qui lui disait qu'il fallait que les juifs en aient fait une certaine autonomie, mais qu'ils ne fabriquent pas un nationalisme de plus, et ils étaient très socialistes, et ils ont affronté vraiment avant la guerre les sionistes assez durement, il y a eu même, y compris physiquement. Alors, comme tu disais, je peux citer si ça vous dit, pour montrer la prégnance de ce que je vous dis, je vais citer un militant bundiste il y a très très longtemps qu'il avait sorti ceci. Il s'appelle Ehrlich. Il est mort durant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'était un militant bundiste polonais. Donc voilà ce qu'il dit en 1938. Vous vous rendez compte, hein ? Le sionisme s'est transformé au fil des ans en un allié ouvert de notre ennemi juré, l'antisémitisme. Le sionisme a de fait toujours puisé sa substance dans les exactions contre la population juive et dans la réaction dans son ensemble. Au cours des 40 ans d'existence du sionisme, parce qu'on est en 38, donc 97-38, vous voyez, 40 ans, la règle suivante a toujours été en vigueur. Plus il fait sombre dans le monde, plus la demeure du sionisme est lumineuse. C'est un juif qui écrit ça, un bundiste.
Plus les choses vont mal pour les juifs, mieux elles se portent pour le sionisme. Lorsque les sionistes s'adressent aux non-juifs, ils sont de fervents démocrates et représentent les relations sociales de la Palestine comme un modèle de liberté et de progrès. Mais si un État juif était créé en Palestine, il dit si parce que donc c'est avant la création d'Israël, son climat mental serait la peur éternelle d'un ennemi extérieur, les Arabes, et un combat perpétuel pour chaque centimètre carré de terrain, pour chaque miette de travail contre un ennemi aussi intérieur, les Arabes. Est-ce là un climat où cultiver la liberté, la démocratie et le progrès? N'est-ce pas plutôt le climat où fleurissent d'ordinaire la réaction et le chauvinisme? Donc, il a écrit ça il y a 86 ans, hein, vous vous rendez compte? Avant la création d'Israël. Il y a aussi, je peux vous citer aussi un grand érudit juif religieux antisioniste qui s'appelle Emmanuel Levin. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle Judaïsme contre sionisme, et voici sa déclaration en 1969. L'État d'Israël a été créé pour assurer la défense de la civilisation occidentale qui a abouti à Auschwitz et à Hiroshima. Palestine est le troisième nom qu'il faut ajouter aux deux précédents. Palestine est la suite d'Auschwitz et d'Hiroshima, c'est le dernier crime collectif de l'Occident. Les chambres à gaz, la bombe atomique, le judaïsme au napalm, ce sont trois réalisations monstrueuses de la même civilisation. L'État d'Israël, c'est la civilisation occidentale et technicienne à la conquête de l'Orient. Il dispose d'une arme psychologique plus efficace que toutes les bombes atomiques du monde, l'accusation d'antisémitisme qu'il lance contre tous ceux qui l'attaquent, en 69. Vous vous rendez compte, ce texte? Donc, vous voyez, enfin bon, je pourrais... Il y a beaucoup à redire. Il y a beaucoup d'exemples pour le coup concernant ça. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est important de faire la distinction, et c'est souvent l'amalgame qui est faite, surtout en Occident, entre le sionisme et ce qu'il en découle après. Mais c'est important de faire cette distinction, surtout de vulgariser le sujet et de le rendre accessible. Moi, je pourrais rajouter même quelque chose. Alors, ça peut paraître un peu provocateur, mais je pense qu'une réelle lutte efficace contre l'antisémitisme ne peut même vraiment être efficace qu'en partant d'une position antisioniste. Moi, je pense. Maintenant, surtout avec le génocide, ce qu'a fait Israël, c'est pas Netanyahou, c'est pas une personne, c'est pas un camp politique. Il y a une responsabilité collective de l'État d'Israël. Là, faut quand même voir les sondages sur ce qui se passe dans cet État. Il est très très important, c'est pour ça que c'est bien qu'on parle de ça, de séparer cette question-là, car l'antisionisme est fondamental. J'avais encore une discussion avec une amie qui m'a dit maintenant, parler d'antisionisme, c'est compliqué, parce que remettre en cause Israël, mais justement, enfin remettre en cause Israël, c'est pas un problème vis-à-vis de vouloir le meilleur pour les Juifs, de vouloir que les Juifs vivent avec les goïs, les non-Juifs. C'est très important de comprendre ça. On nous culpabilise énormément, mais l'État d'Israël a une politique qui, dans les structures sionistes de cet État, ne pourra pas changer. Il ne faut pas rêver. Maintenant, on a 125 ans d'histoire comme recul. Ça devrait un peu suffire. Justement, c'est assez intéressant que vous parliez de ça, le fait qu'Israël a été bâti, j'ai envie de dire, sur une montagne de cadavres. C'est le fait que, dans son essence même, elle est raciste, et vous faites le lien vous-même, hein, elle est profondément ancrée dans un système d'apartheid qui vise à opprimer ces populations. Et donc, dans un système qui, dès le départ, il est construit sur une domination d'une population sur une autre, qui de base était une minorité et qui maintenant est une majorité sur une autre, comment est-ce que cet État pourrait continuer? C'est la question qu'on pourrait se poser quand on parle de sionisme, et c'est cette haine qui a été plantée d'un côté surtout, et qui maintenant découle d'une génération à une génération. On a eu la première génération de colons, puis la seconde, puis la troisième, et forcément leurs descendants sont plus concernés par la question, là où les Palestiniens se transmettent l'injustice de génération en génération de même sorte qu'en Israël. Cet épisode vous a été présenté par l'équipe Factu Média. L'entretien a été préparé et réalisé par Rama Afini. La production musicale est de Alexandre Foudamélé. Merci d'avoir écouté Factu.
Factu.